Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Q&A. Je vais commencer direct. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Moi, ça va. Je suis allée voir Barbie hier et c'était vachement cool. Alors ça va. Bon, notre première question ici, c'est qu'est-ce qui a fait que... Non, c'était pas ça du tout, pardon, c'est la deuxième. La première, c'était comment gérer la voix critique et adopter une dynamique plus positive et sereine dans la vie quotidienne. Et quelle question, n'est-ce pas? J'ai envie de dire que déjà le premier pas, la première étape, et pour moi la plus importante, c'est d'en devenir conscient. De devenir conscient de cette voix critique, qui peut d'ailleurs être critique envers les autres ou envers nous-mêmes, et, et la remarquer quand elle se manifeste. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est en mode automatique en fait. Cette voix critique, c'est notre système par défaut en fait. C'est vraiment, elle arrive, elle s'exprime et puis elle repart et puis on s'en rend même pas compte. C'est juste, ça fait partie de notre vie quotidienne. Donc je pense que déjà le fait de poser la question, ça veut dire que tu as remarqué qu'elle est là. Et maintenant, tu peux, quand tu remarques qu'elle est là, faire un choix en fait. Faire un choix de t'investir dans ce qu'elle raconte, de l'écouter et de créer ses histoires autour de ses commentaires et ses jugements, ou bien de lui dire de s'en aller en fait, de lui dire bon, ok, tu t'es exprimé, mais je suis pas obligée de t'écouter, je suis pas obligée de penser que tu as raison, je suis pas obligée de m'engager dans cette voie-là. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup, que j'avais entendu de la part de Mo Godat, qui est que à chaque fois qu'on pense à quelque chose de négatif, on essaye de trouver 3 choses positives à la place, ou en plus. Donc par exemple, il pleut aujourd'hui, d'ailleurs c'est très à propos parce qu'il fait un temps exécrable en ce moment à Francfort. Il pleut aujourd'hui. Oui, c'est pénible. On peut voir ça et dire oh là là, il fait vraiment un temps pourri. Ça fait 2 jours. Quand est-ce que l'été revient? Et on peut partir dans cette voie-là, mais on peut aussi se dire ah bah c'est bon pour les plantes. C'est bon. On a souffert de la sécheresse. Tout était cramé dans les parcs, tout ça. Bah, là, les plantes vont être contentes. Ça fait du bien, quoi. Ça va renflouer un peu les nappes phréatiques. Ou l'odeur de la pluie, le son de la pluie, le bruit de la pluie, c'est un son super agréable, c'est une odeur qui peut être aussi agréable. Ah bah c'est sympa, et on pense à ça. On peut se dire, ah bah peut-être qu'il va y avoir des arcs-en-ciel plus tard, quand le soleil va repointer son nez. Il va peut-être avoir un arc-en-ciel, c'est beau les arcs-en-ciel, c'est chouette. Voilà, c'est juste s'entraîner à trouver des choses positives. Et ça peut être vachement difficile d'ailleurs au début. Ça peut être vachement difficile. On peut se dire même, ah ouais, super, enfin, les plantes sont contentes, c'est bien pour elles, mais moi, non. Et voilà, c'est une pratique. C'est une pratique, mais le fait de justement le faire à chaque fois, ou en tout cas à chaque fois qu'on y pense, et le faire le plus souvent possible, ça recable notre cerveau, ça l'entraîne à voir le positif, alors que notre cerveau, par défaut, de par sa nature, il est câblé pour voir le négatif, pour voir les menaces, pour notre survie, en fait. C'est quelque chose qui est très primal, primitif, hein, qui est là pour notre survie à la base, mais qui, du coup, dans notre contexte actuel, n'est pas forcément aidant, pas forcément à notre avantage en fait. Donc on essaye en fait de construire ces rigoles comme une rivière qui passe toujours au même endroit et qui creuse un peu plus à chaque fois son chemin, sa trajectoire. On essaye ici de faire la même chose avec les pensées un peu plus positives, et ce qui fait que plus on voit le positif, plus on cherche le positif, plus on le voit, plus on le remarque, et plus ça devient automatique. Et c'est une pratique que je recommande beaucoup et qui m'a fait personnellement beaucoup de bien, parce que on a tous été coupables de ça, de se plaindre plus que de raison.
Et on rentre dans un cercle vicieux quand... C'est très facile de rentrer dans un cercle vicieux, et surtout que autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui sont négatifs, qui sont sarcastiques, qui sont... Voilà, qui sont un peu des drains d'énergie comme ça. Et être une force positive, je pense que c'est vachement plaisant pour nous et pour les gens autour de nous. Donc voilà, c'est un exercice que je vous recommande. Et voilà, comme dit, la première et l'étape la plus importante, c'est de s'en rendre compte et d'ensuite voilà, de rendre cette pratique un peu plus consciente. Et des fois on râle, hein, c'est tout. Ça va pas être... personne n'est parfait à ce niveau-là. Moi non plus, je râle beaucoup encore. Mais voilà, quand je râle, je suis consciente. Ok, c'est un choix conscient, je râle. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit pas la plupart du temps. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième question, qui est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans le tout premier podcast, mais je vais essayer de répondre quelque chose de différent cette fois-ci, justement. Qu'est-ce qui a fait que tu trouves ta voie dans le yoga, et plus précisément, qu'est-ce que le yoga t'a apporté de plus que les autres disciplines? Et c'est cette précision qui rend la question un petit peu différente, justement. Donc, pour la première partie, je vais répondre très rapidement, comme j'avais déjà dit dans je crois que c'était le premier Q&A, que en gros c'est une activité douce qu'on peut faire sans être sportif à la base, qu'on peut être quand on n'a pas un niveau qu'on peut faire quand on n'a même pas un niveau de fitness ou de souplesse ou de quoi que ce soit très élevé, ce qui était mon cas quand j'ai commencé, et qu'on peut adapter facilement justement en termes d'intensité. J'avais donné, je pense, l'exemple du foot ou même du tennis ou de quoi que ce soit. Quand on fait un sport qui est intense par nature, c'est difficile, si on est nul ou si on n'a pas beaucoup d'énergie ou quoi, de l'adapter pour le rendre plus... faire du foot doux, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est aussi une discipline qu'on peut faire chez soi et qu'on peut faire seul et qu'on peut faire sans avoir beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut pratiquer et qui me convenait du coup parfaitement, parce que j'aime pas les studios, j'aime pas les salles de sport, j'aime pas être avec des gens quand je fais du sport. J'aime bien être tout seul chez moi et pouvoir le faire quand je veux, et si j'ai que 5 minutes devant moi, j'en fais que 5 minutes et c'est parfait. Donc pour moi c'est vraiment c'est parfait. Du coup c'est beaucoup plus difficile de trouver des excuses de ne pas le faire, et ça c'est bien c'est le drame de beaucoup de mes clients. Donc pour la deuxième partie de la question, plus précisément, qu'est-ce que le yoga t'a apporté de plus que les autres disciplines? Donc en plus de tout ce que je viens de raconter, j'ai commencé le yoga comme beaucoup de gens parce que je voulais gagner en souplesse, parce que je sentais que m'étirer, que ça me faisait du bien et que c'était bon pour moi, et que voilà, que gagner, s'étirer, voilà, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire certainement un petit peu plus, pour la plupart des gens en tout cas. Et c'est pas pour ça que j'ai continué, et je pense que c'est quelque chose de très commun, j'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs hier, de très commun. Il y a beaucoup de gens qui commencent le yoga pour une raison et qui ne le continuent pas pour cette même raison. Parce que personnellement, j'ai commencé, voilà, je trouvais ça sympa de s'étirer, et puis je me suis rendu compte que je dormais mieux, que j'étais moins stressée, que j'étais beaucoup plus patiente, plus tolérante dans ma vie de tous les jours, que je bougeais mieux dans ma vie de tous les jours aussi, que je sentais que j'avais gagné en force, en confiance dans mon corps, j'avais plus mal au dos, j'avais plus mal aux genoux, ce que j'avais avant. Et l'impact de cette discipline sur tout le reste de ma vie, un impact positif sur tout le reste de ma vie, ça a fait que je me verrais plus être sans, en fait, maintenant. Et je pense que le yoga est du coup une discipline vachement plus holistique que d'autres activités sportives. J'aime pas trop le terme holistique parce que c'est encore un terme qui a été un peu galvaudé, mais c'est vraiment dans le sens de ça touche à tous les domaines de la vie, du corps et de la santé, d'une manière que ne font pas d'autres sports qui sont juste des sports, en fait, alors que le yoga c'est une discipline. Il y a le côté aussi, bien sûr, toute la philosophie autour du yoga qui joue énormément, mais je pense que même si
même si on fait juste du yoga sans nécessairement se pencher sur le côté philosophique, le fait qu'avec le yoga, on travaille beaucoup sur la respiration et sur la régulation du système nerveux, ça rend cette discipline beaucoup plus holistique, quoi. Ça touche au mental plus que d'autres sports peut-être. Donc voilà, ce sera ma réponse à cette version de la question. J'espère que j'ai été claire. La question suivante. Des conseils pour rester concentré pendant 5 minutes de méditation, et peut-on méditer allongé? Alors, des conseils pour rester concentré pendant 5 minutes de méditation. Premier conseil, médite plus souvent. Non, mais même en fait, même si tu médites plus souvent, en fait, il y a des jours où c'est hyper difficile de rester concentré pendant ne serait-ce que 3 secondes. Et d'autres où on se sent touché par la grâce et on arrive à méditer pendant 10 secondes sans avoir l'esprit qui est distrait. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que personnellement quand ça m'arrive, donc je médite tout ça, j'essaye de me concentrer sur la respiration, sur une seule chose, et j'y arrive pendant on va dire 3 respirations à la suite et je me dis ça y est j'ai réussi. Et en fait le fait de se dire ça y est j'ai réussi, ça fait qu'on est distrait et ça gâche tout le truc. Mais bon, donc oui, trouver un point d'ancrage de l'attention, c'est évidemment le premier conseil que je pourrais donner, c'est de pas chercher à ne penser à rien, évidemment, mais juste à ancrer l'attention sur une chose en particulier. Donc la respiration, c'est le plus facile parce que c'est là tout le temps, normalement. C'est là tout le temps et c'est régulier. Et puis le rythme, justement, de la respiration, ça peut aider à justement avoir cette transe, cet état de transe un peu, en tout cas de concentration, de suivre le rythme. Et comme ça change aussi, ça donne juste assez de distraction à notre esprit pour rester concentré dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis simplement y revenir autant de fois que nécessaire, en fait. C'est une pratique, personne n'arrive à rester concentré pendant 5 minutes d'affilée. Enfin, peut-être que des méditateurs très expérimentés y arrivent, mais tout l'intérêt de l'exercice, c'est pas nécessairement de rester concentré pendant 5 minutes, mais c'est de revenir à cette concentration, de se rendre compte qu'on a été distrait et d'y revenir à ce point d'ancrage. Et c'est, donc à chaque fois, on peut voir ça comme un succès, en fait. À chaque fois qu'on est distrait, qu'on s'en rend compte et qu'on revient, c'est un succès, en fait, puisque ça veut dire qu'on est en train d'entraîner avec succès notre esprit. Alors que si on est distrait et qu'on reste distrait pendant, je sais pas, des minutes et des minutes et des minutes et qu'on s'en rend jamais compte, c'est là que ça devient... qu'on perd l'avantage de la méditation, quoi. Et c'est notre état par défaut, en fait, finalement. C'est notre état... quand on n'est pas en train de méditer, d'être sans arrêt distrait et de s'en rendre même pas compte. Et par rapport au fait de méditer allongé, oui, on peut, rien n'est interdit. On peut, mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé parce que c'est justement plus difficile de rester alerte. Alors que quand on est assis droit, avec le dos bien droit, ça stimule le système nerveux de façon à ce qu'on s'endort pas. Alors que si on médite en position allongée, c'est beaucoup plus relaxant par nature et on a plus tendance à laisser l'esprit vagabonder, comme dans Shavasana par exemple. Donc si on médite pour la relaxation, par exemple avec du yoga nidra, ou si on essaye vraiment de faire de la relaxation, si l'objectif c'est la relaxation, oui, on peut méditer allongé et c'est même recommandé. Si on médite pour améliorer sa concentration, si on essaye de rester concentré et non distrait, c'est pas recommandé d'être allongé. Mais tu peux essayer les deux, voir ce que ça donne, si ça t'aide d'être allongé pour ta méditation, ou si tu te rends compte que tu es plus distraite que d'habitude.
Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. 15 minutes, bon sang, quel babel. Si vous avez d'autres questions, envoyez-les-moi. Je suis toujours ravie de les recevoir et d'y répondre. Si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous soutienne à mieux et qui vous encourage à mieux prendre soin de votre santé physique et mentale, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.